4. Nous avons parlé du prix équilibré et maintenant nous allons parler du prix évolutif. Léonard et Daniel, vous restez avec nous sur scène et je demandais à Hélène Leung, donc avocat associé FIDAL, Hervé Lecaillon, également avocat chez FIDAL Lyon, et à Jacques Davy, directeur des affaires juridiques et fiscales de la FCD pour les distributeurs. Donc, de quoi allons-nous parler? Toujours ma petite introduction juridique. Le dispositif Egalim édicte un certain nombre de règles visant à permettre à la relation d'évoluer en fonction du contexte de marché, rompant ainsi avec la volonté de cristalliser la négociation commerciale à la date butoir de la négociation commerciale. La jurisprudence semble également favorable à ce que les parties puissent reconsidérer la relation commerciale lorsque les conditions qui ont présidé à l'équilibre initial changent. Et vous allez nous expliquer tout ça. Je ne sais pas si c'est Hélène ou Hervé qui commence à prendre la parole. C'est Hélène. C'est moi. Alors effectivement, le dispositif légal tel qu'il existe aujourd'hui est un dispositif, comme d'autres l'ont appelé, assez millefeuille, avec un empilement de textes qui a pour objet d'encadrer cette négociation commerciale. La relation industrie-commerce fait l'objet de textes dont l'objectif est de pouvoir contrôler effectivement l'effectivité de la négociation commerciale, la proportionnalité des contreparties, d'où un formalisme assez fort. Donc cette obligation de formaliser le prix dans une convention écrite vient de là. Et cette convention écrite conclue pour 1 an, 2 ans ou 3 ans a pour objectif de fixer le prix, d'expliquer comment les parties ont fixé le prix à l'issue de la négociation commerciale. Donc cette convention conclue pour 1 an, 2 ans ou 3 ans fixe un prix pour 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais le législateur a voulu prendre en compte cette possibilité de faire évoluer le prix, même avant Egalim 2. Cette convention, si elle était conclue pour 2 ans ou 3 ans, doit fixer les modalités de révision du prix. Et cette révision du prix en référence à des indicateurs reflétant les coûts de production s'ils existent. Et là, on est loin. Ça ne vise pas que l'agroalimentaire. Le dispositif légal prévoit que les parties peuvent également renégocier en cours d'année, toujours sur le principe de bonne foi. Cette renégociation n'est pas interdite. Mais là où on est passé à un cran au-dessus, je dirais, en matière agroalimentaire, c'est que les lois Egalim ont permis de prendre en compte et d'imposer une certaine forme de révision de ce prix. La révision automatique, et là, pas seulement en cas de renégociation, la révision automatique, c'est quelque chose d'assez fort qui permet de prendre en compte, en tout cas du point de vue du législateur, l'intention est de prendre en compte l'évolution du coût de production de la matière première agricole, en référence à des indicateurs de coût de production, en fixant une clause de révision automatique qui doit jouer sans l'intervention des parties. Au-delà de cette révision automatique, on a la clause de renégociation obligatoire qui doit permettre de prendre en compte, au-delà de la matière première agricole, d'autres coûts de production que sont l'énergie, l'emballage et le transport. À charge pour les parties de fixer cette clause, et comme le relevait tout à l'heure Léonard Prunier, de négocier les indices à prendre en compte et les seuils de variation qui vont déclencher cette renégociation obligatoire. Donc il y a tout un dispositif légal qui permet aux parties, qui doit permettre aux parties de faire évoluer ce prix en cours d'année, d'où un prix qui n'est plus si intangible et qui doit pouvoir être évolutif. Hervé, un complément? Ce sera la conclusion. Alors, cette relative souplesse d'adaptation est-elle aujourd'hui un élément pris en compte dans les négociations commerciales? Qu'en pensent les fédérations présentes? Qui veut se lancer? Ça se bouscule pas. Allez, Daniel. Non, ça ne fonctionne pas. D'abord parce que longtemps on est resté sur une notion d'intangibilité du prix. C'était un peu dans l'esprit des parties, d'ailleurs, de part et d'autre. Avec des distributeurs qui sont plus enclins à une négociation
qui peut intervenir en cours de contrat, mais ce qui est assez logique. Ça ne fonctionne pas d'abord parce que il faut rappeler que les mécanismes Egalim 2, clause de révision, clause de renégociation, sont intervenus assez tardivement, fin 2021, avec des opérateurs qui ont été confrontés déjà à une très très forte complexité sur les mécanismes de transparence et de sanctuarisation. Et un peu pris par le temps, les parties ont un peu mis de côté ces mécanismes-là. Ensuite, il y a une difficulté majeure avec la clause de révision de prix parce qu'il faut comprendre que ce mécanisme, il vise à sanctuariser, on sanctuarise dans le cadre d'Egalim 2 la matière première agricole au moment de la formation du contrat. Et puis on se dit que s'il y a une variation à la hausse ou à la baisse en cours d'exécution, on va aussi sanctuariser ce qui se passe, que ce soit encore une fois à la hausse ou à la baisse. Et c'est un mécanisme qui pose problème pour les opérateurs, d'ailleurs aussi bien côté distributeur qu'industriel, et là vraiment la balle est dans les deux camps. D'abord parce que ce sont des mécanismes de dépositionnement en réalité du prix. Je m'explique, quand vous êtes un industriel, si vous avez une clause de révision négociée avec une enseigne et qui est différente de celle qui est négociée avec un autre, lorsque vous allez les appliquer, vous allez avoir un différentiel de prix entre les enseignes. Et ça, un industriel, c'est compliqué pour lui de dépositionner un de ses clients par rapport aux autres parce qu'il sait très bien que le client dépositionné va venir se retourner contre lui et lui demander des comptes. Et puis, c'est toujours un peu désagréable aussi de donner un avantage à l'un et de ne pas le donner aux autres. Et puis, côté distributeur, c'est un peu la même chose. Ils ont une inquiétude par rapport au fait d'être potentiellement dépositionnés par rapport à leurs concurrents. Et donc, ce qu'on a constaté, et en l'occurrence, la DGCCRF a fait le boulot d'un état des lieux assez complet, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forme de neutralisation de ces clauses-là. On met des seuils de déclenchement qui sont inatteignables, on met une temporalité qui est quasi inexistante, et en fait, on fait en sorte que ces clauses ne puissent pas fonctionner. Et si jamais on est confronté à une nécessité de revoir le prix, on va plutôt opter pour un mécanisme d'envoi d'un deuxième tarif en réalité. Donc à date, ça ne fonctionne pas, c'est une certitude. Et quel est l'avis de la coopération agricole, Vanessa Vulvin? Alors oui, je rejoins ce qui a été dit par Daniel. Effectivement, il y a une complexité quant à la mise en application de ces clauses, une complexité qui peut à la fois s'expliquer par le choix des indicateurs qui ne sont pas toujours adaptés. Par exemple, les lois Egalim, dans l'idée, c'est une espèce de cascade des indicateurs de l'amont vers l'aval. Et en fait, en réalité, pour la mise en application de ces clauses, eh bien, des indicateurs qui peuvent être choisis à l'amont ne sont pas nécessairement pertinents pour des produits plus transformés, ou en tout cas la matière première nécessite une transformation pour être commercialisée. Et là, on se retrouve dans une sorte de rupture dans cette cascade des indicateurs. Donc il y a cette notion de choix des indicateurs. Et puis, tant que je suis sur le sujet des indicateurs, il y a aussi le sujet de l'existence même de ces indicateurs, puisque pour faire ces clauses de révision et de renégociation, ça nécessite des indicateurs. Donc il y a tout le sujet de l'existence. Et il y a aussi des éléments liés à la construction de ces indicateurs qui peuvent être problématiques, et notamment leur actualisation. Mais au-delà de ça, donc au-delà de la complexité quant à la construction de la clause entre les parties, c'est vrai qu'il y a une complexité aussi dans la mise en application de cette clause. Et effectivement, je rejoins ce qui a été dit par Daniel Dio, c'est que ces clauses sont majoritairement pas utilisées, et pour la partie plutôt industrielle, quel que soit le choix de l'option, donc de transparence choisie par le fournisseur, puisqu'il y a 3 options de transparence, et peu importe le choix de cette option, on a constaté que les clauses de révision et de renégociation n'avaient pas joué les années précédentes. Et c'est aussi lié à un manque d'expérience, en tout cas dans ces clauses, puisqu'elles sont tout à fait récentes, elles ont à peine 3 ans. Léonard Prenier, qu'en pense le président de la FEF, mais également le chef d'entreprise? On est un vrai pays communiste. Il n'y a pas d'autre terme. C'est un enfer. On confond tout, en fait. On part de formules de calcul basées sur des indices très importants, les indices, parce que ça permet aux filières de savoir où on va. Ça permet au pouvoir politique de comprendre ce qui se passe sur les marchés globalement.
Et on a voulu partir d'indicateurs macroéconomiques pour en faire des formules de calcul microéconomiques. Et alors là, on est complètement à côté de nos pompes. Je vais vous donner un exemple concret. C'était il y a 1 an, on avait la grippe aviaire. Donc il y avait plus. Moi, j'achète du canard. Vous ne pouviez plus trouver un canard nulle part. Donc les prix ont flambé. Sauf que les coûts de production étaient à la baisse. Donc on s'est retrouvé dans des situations où moi j'ai des clients qui m'ont dit: Monsieur Prunier, votre formule de calcul elle est à la baisse, vous devez baisser vos prix. Ah bah oui, mais moi j'achetais 3 fois plus cher. Donc on est devenu fou. Dans une entreprise industrielle, la matière agricole est primordiale, mais imaginez, on s'est retrouvé dans une situation aussi où vous avez l'énergie, le gaz, l'électricité qui font x3, votre matière agricole qui baisse, et on vous dit que vous devez baisser vos prix, alors que nous, on est en train de disparaître. Donc le système ne fonctionne pas, il est devenu complètement fou, et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. La meilleure garantie du revenu agricole, c'est que les entreprises agroalimentaires soient rentables. Si on n'est pas rentable, c'est pas une question de prix d'achat, c'est une question de pouvoir payer nos matières. Donc non, et puis on ne serait pas passé de 18% en 7 ans à 33% d'entreprises déficitaires si ça marchait. Le constat économique, il est flagrant. Jacques Davy, pour la FCD. Pardon, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord, merci à Fidal pour cette invitation. J'espère qu'on se reverra les années prochaines avec d'autres thèmes et d'autres sujets, peut-être pas forcément un Egalim 12. C'est la première fois qu'il n'y a pas de nouvelle loi quasiment cette année. Pratiquement, oui, c'est vrai. Quoique on pense que l'année prochaine, on n'y échappera pas. Tout ça pour vous dire que le principe d'intangibilité, effectivement, c'est un principe assez ancien, qui d'ailleurs avait été réclamé par les industriels, qui demandaient aux distributeurs d'arrêter la négociation permanente. Donc il y a eu cette stabilisation, on va dire, d'intangibilité de prix négociés annuels ou pluriannuels d'ailleurs par la suite. Historiquement, donc la loi a prévu quand même des avenants. On a le droit, lorsqu'en cours d'année il y a des facteurs qui font changer la nature même de la relation commerciale, on peut faire un avenant et renégocier sur la base d'un avenant. Est arrivé aussi le sujet de l'imprévision, ça c'est un sujet on va dire un peu plus global, qui donne des arguments et des armes juridiques un peu plus massives pour remettre en cause les engagements et le prix convenu. Historiquement, la clause de renégociation est quand même assez ancienne, elle a une dizaine d'années maintenant, elle a été introduite je crois par la loi Hamon si je ne me trompe pas. Alors elle a un avantage et un inconvénient, c'est qu'elle incite les parties à négocier, mais il y a une obligation de renégociation, mais il n'y a pas une obligation de conclure. C'est tout en même temps l'intérêt, la souplesse et la difficulté de cette clause. Bon, ça permet de rediscuter, peut-être dans un cadre différent que d'un renvoi de tarifs. Quoique, quand on lit les clauses de renégociation, on s'aperçoit qu'elles sont dans leur mise en œuvre et dans leur modalité quasiment impossibles à réaliser, en tout cas d'une manière commerciale et souple. Je reprends ce que disait Léonard sur le droit administratif des relations commerciales maintenant. On en est quand même un petit peu là. Alors, ce n'est pas la faute de l'administration, c'est la faute du législateur, on est bien d'accord. Et puis, donc, sont venues se rajouter les clauses de révision automatique qui sont totalement liées à la sanctuarisation de la matière première agricole. Et il fallait effectivement un dispositif qui, en même temps, permette une évolution du prix sans pour autant toucher à la part de la valeur de la matière première agricole dans le prix convenu. Donc tout ça, ça crée effectivement une complexité assez importante de mise en œuvre. Je ne vous cache pas que les acheteurs et les vendeurs, sur le plan opérationnel, essaient tous effectivement de trouver les meilleures solutions, les solutions les plus pragmatiques pour anticiper les évolutions conjoncturelles, structurelles. On parlait tout à l'heure d'événements qui ont démontré qu'on pouvait faire des renégociations infra-annuelles sans pour autant passer par ces mécanismes juridiques. Donc on a en même temps la rigueur des textes et puis la souplesse de la négociation. Moi, j'invite effectivement, pour des raisons de simplification, à encourager les solutions de souplesse plutôt que de rigueur. Et c'est d'ailleurs une réflexion qu'on doit mener ensemble pour arriver effectivement à trouver l'intérêt respectif et commun de tout le monde lorsqu'il faut envisager des évolutions tarifaires et des évolutions de prix convenus. Voilà. Mais c'est toujours un débat qui est fort, on va dire, dans les négociations commerciales. On voit bien qu'on va dans un monde où
qui est de plus en plus erratique. Donc de toute façon, il y aura forcément des hausses de matières premières ou des baisses de matières premières, parce que de temps en temps, il y a des industriels qui oublient qu'il y a aussi des baisses. Je les comprends quand il y a des hausses, mais il faut accepter les baisses. Comment faire pour que ce ne soit plus un sujet aussi conflictuel, ces révisions de tarifs? Alors, Daniel disait, je vais reprendre tout de suite la parole, puis après je la relaisserai. Daniel disait tout à l'heure qu'il y avait une grande difficulté à appliquer les clauses de révision automatique parce que les parties se trouvaient privées d'un pouvoir de négociation qui leur échappait quelque part. Personnellement, et après avoir consulté un certain nombre d'opérationnels, moi je pense que le sujet il est plutôt dans un autre principe qui est le choix par les industriels de l'option 3 de transparence, qui n'est pas une option de transparence, et dont on pense que si elle disparaissait cette option 3, les clauses de révision automatique s'emporteraient beaucoup mieux, les clauses de renégociation aussi d'ailleurs. À partir du moment où on a de la transparence, on sait de quoi on parle, et les choses vont beaucoup mieux, y compris sur le plan de la bonne foi et de la confiance entre les parties. Voilà. Daniel, je me serais inquiété si je ne vous avais pas vu réagir. Alors, je me demandais à quel moment on allait parler de l'option 3 et de l'absence de transparence. Bon, tu as tenu jusqu'à 10h, c'est bien. Bravo. Non, 9h59. Ouais, 9h59. En réalité, pour revenir sur ce sujet-là rapidement, l'option 3, le problème que ça pose, à mon avis, c'est que c'est la seule option qui garantisse la sanctuarisation. C'est un peu le problème. Parce que l'option 1 et l'option 2, vous avez certes une transparence à travers la part de MPA que vous indiquez dans votre tarif, mais en fait, vous n'avez aucun mécanisme qui garantisse que ce soit sanctuarisé derrière. L'option 3, c'est tout l'inverse. En fait, vous êtes censé avoir une visibilité, et je comprends qu'il y a un problème, et je suis le premier à dire qu'il y en a un dans l'application, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des propositions à faire d'amélioration du mécanisme, mais l'option 3, en réalité, à travers un tiers indépendant, elle donne une information qui d'ailleurs est beaucoup plus pertinente pour les opérateurs, puisqu'on parle d'une hausse moyenne plutôt qu'une hausse produit par produit, qui est juste un non-sens en termes de négociation. Et puis derrière, vous avez une attestation qui vient certifier, alors c'est plutôt attesté en l'occurrence d'un point de vue juridique, mais qui vient donc censé donner la bonne visibilité aux distributeurs. Et je rappelle qu'au départ, il n'y avait pas d'attestation amont, et que c'est à l'initiative des industriels qu'on est venu ajouter ce mécanisme pour donner plus de visibilité. Et puis après, vous avez une attestation aval qui ne remplit pas ses effets et qui est censée venir constater que dans le prix convenu, on retrouve bien cette hausse de matières premières. Donc l'option 3, les distributeurs sont vent debout contre cette option parce que il faut le reconnaître et il faut le dire ici qu'il y a un certain nombre d'industriels qui n'ont pas joué le jeu de la visibilité et de la transparence, et c'est là-dessus qu'il faut, à mon avis, travailler dans le cadre des réflexions qu'on doit avoir, à supposer qu'on s'inscrive dans une réforme qui conserve les mécanismes d'Egalim 2, parce que c'est une question qu'on peut se poser légitimement, et on verra le résultat des courses avec les négociations 2025, de voir si Egalim 2 continue de produire ses effets ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut beaucoup plus de visibilité, ça c'est une réalité. Alors après, sur les clauses de révision et sur les négociations, bon, c'est vrai aussi qu'on venait sur une période, sur une décennie de déflation, donc c'est compliqué quand certaines matières premières baissent, d'aller les rendre quand ça fait 10 ans qu'on passe pas, on n'arrive pas à passer une hausse de votre tarif. Donc ça, c'est vrai que c'est un mécanisme qui est compliqué. Alors, sans trahir de secret, il y a des discussions qui ont lieu en ce moment au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, et on espère qu'on va démontrer tout l'intérêt de cette commission qui, en ce moment, est un peu remise en cause par certaines, et pas certains d'ailleurs. Donc il faut voir ce qui sort de cette commission et de la recommandation sur laquelle on est en train de travailler. Mais ce sont des mécanismes évolutifs, ce sont des mécanismes qui sont quand même assez récents, qui sont extrêmement complexes. Donc il y a la place pour améliorer l'ensemble du processus, à mon avis. Léonard Prunier. Le débat des options, je dirais, les options dans les PME, je crois que c'est 70% d'option 2 ou 1, parce que de toute façon, on n'a pas les moyens de se payer l'option 3. Et puis de toute façon, tout ça, ça ne sert à rien. Nous, on a fait un sondage AFEF. 72% de nos adhérents disent que c'est inefficace, tous ces trucs-là, et 84% que c'est complexe et difficile. Donc, je dirais, c'est une usine à gaz. Ça ne fonctionne pas, ça ne sanctuarise rien.
Faut arrêter de se voiler la face. Hein. Je rappelle qu'une entreprise économique, hein, c'est pas comme une administration, c'est pas un compte bancaire pour la part agricole, un compte bancaire pour les salaires, un compte bancaire pour les investissements, un compte bancaire pour l'énergie. C'est un seul compte bancaire où il y a tout. Et à la fin, s'il reste des sous, on peut payer. C'est assez basique. Hein. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on oublie un peu les fondamentaux de l'économie dans ce pays. Mais voilà, donc c'est que, en fait, ces options, imaginez une TPE, j'ai parlé, qui va négocier en direct avec un magasin. Vous imaginez la longueur de ces CGV qu'elle doit faire pour vendre 3 produits. Mais tout ça, et il ne faut pas se leurrer, tout ça, ce sont des coûts que si on n'arrive pas à répercuter à nos clients et donc aux consommateurs, hein, à un moment, il ne faut pas se voiler la face, ça ne fait qu'augmenter les prix. Donc, et si ça marchait, eh ben on ne serait pas avec un tiers d'entreprises déficitaires. Je vais rebondir sur ce... Allô. Je vais rebondir sur ce que dit Léonard. Évidemment, si on veut en même temps, d'un côté, être pro-consommateur, assurer une saine concurrence, limiter l'inflation, garantir le pouvoir d'achat, et de l'autre côté, améliorer la rémunération des producteurs et participer à une construction du prix en marche avant, l'équation est quand même assez compliquée à réaliser et il faut trouver des formules d'ajustement. Alors, on a les indicateurs qui sont un vrai sujet effectivement entre l'amont et l'aval. Vanessa le disait tout à l'heure, il faut éviter aussi d'arriver sur des systèmes d'indicateurs uniques par catégorie de produits, puisque là on arriverait à des systèmes de prix plancher, ça sera totalement contre-productif. N'oublions pas quand même qu'on est sur une tendance baissière des volumes et que tout le monde cherche à retrouver de la dynamique et de la rentabilité. Ça ne va pas forcément dans le bon sens, donc je suis d'accord sur le constat qu'il faut améliorer, simplifier tout ça. Attention aussi aux méthodologies de calcul un peu particulières. Et en ce qui nous concerne, on est effectivement totalement opposé à l'idée qui consisterait à mettre les clauses dans les CGV, ce qui les rendrait difficilement négociables par essence, et contraire d'ailleurs au droit positif, puisqu'à droit constant, il me paraît compliqué d'avancer dans ce sens-là. Daniel Dio. Oui, juste sur ce dernier point pour expliquer la différence, le point qui nous oppose hein, dans le cadre des discussions actuellement sur les clauses de révision. Et je comprends, franchement, la position des distributeurs. Le distributeur, il a plutôt envie d'avoir une clause qui est négociable pour ne pas se faire imposer une disposition qui, en fait, sur laquelle il n'a pas forcément, en tout cas à l'état actuel des choses, la bonne visibilité. Je comprends tout à fait le point. Après, il faut comprendre que le mécanisme de révision de prix, c'est un élément et c'est l'autre versant de la sanctuarisation de la MPA. Donc on ne peut pas sanctuariser la MPA au moment de la formation du contrat et puis dire après qu'elle est négociable selon la formule que vous aurez opté avec les uns et les autres en cours d'exécution. Là, il y a une incohérence, à mon avis, juridique majeure. Mais je comprends encore une fois le point. Pour bien se rendre compte, Yves, quand aujourd'hui on doit tout saucissonner, nos tarifs, nos MPA, nos MPI, on nous demande nos contrats. Mais quand on achète une matière agricole, et ce n'est pas une demande, hein, je vais être très clair, moi je ne demande pas à l'agriculteur de m'expliquer quel était son coût d'énergie, quel était son coût de céréales, son coût de bâtiment. C'est son travail de fixer un prix de vente de son produit. Ce n'est pas le mien, je ne vais pas analyser, je ne vais pas décomposer son prix de revient. Mais nous, c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc le temps qu'on passe à ça, ce n'est pas du temps qu'on passe à créer de la valeur ensemble et à créer des emplois. Et ne perdons pas de vue, hein, on a un vrai choc à affronter ensemble, en ce moment on a évolué à la baisse. Mais si nous on veut être compétitif, il faut qu'on ait les moyens d'investir. Et pour investir, il faut de la marge et de la visibilité. En ce moment, on est en train de désinvestir dans nos outils industriels parce qu'on est pris en permanence sur toutes ces négociations qui ne nous permettent pas d'être au juste prix. Et quand je parle de juste prix, hein, j'ai besoin de fournisseurs qui gagnent leur vie pour qu'ils soient pérennes. Nous, on a besoin d'être rentables. Et j'ai besoin de distributeurs rentables aussi, hein, parce que on l'a vu hein, quand même, on a besoin que nos factures soient payées. Hein, donc moi, j'ai besoin que chacun gagne. On a besoin que chacun gagne sa vie. Mais là, on a créé un truc de fou. Il y a un moment, il faut venir voir la longueur de notre CGV. On est passé en 7 ans de 7 pages à 20 pages.
Dernière remarque, et après j'aurai une question pour Vanessa Vulva. Juste un mot pour dire, en plus du choc fiscal que Léonard a évoqué, il faut quand même imaginer que dans les 10 prochaines années, on va avoir un fléchage massif de nos investissements sur la transition énergétique et environnementale, outre la décarbonation évidemment, outre la résolution de la fracture numérique et l'évolution des compétences. Donc on a vraiment déjà un fléchage préétabli des investissements qui donnent des marges de manœuvre de plus en plus faibles pour le reste. Voilà. Vanessa, on a beaucoup parlé des indicateurs. C'est toujours sujet à débat. Sont-ils suffisamment nombreux? Sont-ils fiables? J'entends encore des remarques disant qu'effectivement, de temps en temps, ça manque de pertinence. Où en sommes-nous sur les indicateurs? Alors, comme je disais tout à l'heure, les indicateurs, en tout cas pour l'instant, ils ne correspondent pas vraiment enfin, si je me place du côté aval, ils ne correspondent pas forcément en tout cas, il n'y a pas de relation entre les indicateurs de l'amont et de l'aval pour certaines productions. Je prends l'exemple des petits pois, par exemple. C'est bien une matière première agricole à l'amont. Si on prend par exemple les petits pois surgelés, c'est pas du tout le même processus et pour autant ça reste de la matière première agricole et du coup on peut se retrouver dans des situations où les indicateurs sont pas pertinents. Je disais tout à l'heure l'absence d'indicateurs. Si on prend l'huile d'olive, on n'a pas d'indicateur français. En revanche, nous, côté la coopération agricole, on est plutôt défavorable à toute évolution des indicateurs qui reviendraient en tout cas, modifier la place du coût de production, puisqu'on pourrait aboutir à quelque chose, à une sorte de prix plancher. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de négociations administrées, on s'en rapprocherait. Et donc, ça effacerait un peu les effets des lois Egalim, notamment en incitant aux importations. Et donc, on est plutôt défavorable à ce type d'évolution qui peuvent être évoquées dans les débats. Et qui avait été évoqué à un certain salon de l'agriculture. Oui, donc on voit bien qu'il y a un débat intéressant, passionnant. Le prix reste encore l'élément central de la négociation, ça me paraît évident. Léonard parlait tout à l'heure d'un regret de ne pas forcément plus parler du produit, mais là, évidemment, force est de constater qu'on parle de plus en plus et toujours du prix. Quelle évolution on pourrait envisager par rapport à ça? C'est une bonne question. On a le rapport des ex-députés Babo et Izard qui a été rendu public il n'y a pas longtemps avec un certain nombre de propositions. Certaines sont peut-être à creuser. Il faut attendre aussi, et on attend avec impatience, nous, les juristes, la position de la CEPC sur les clauses de révision automatique et les clauses de renégociation. On espère que ça va permettre faire avancer les choses. Il y a un certain nombre de membres de la CEPC sur la tribune, donc on va éviter de dévoiler un certain nombre de choses, mais on attend ça avec impatience. Après, ça fait des années qu'on se plaint d'avoir une évolution législative et des textes toujours pas de possibilité d'avoir de recul sur les textes. Là, cette année, on n'a pas de nouveaux textes. Donc, évidemment, il y a des imperfections à la loi, il y a des choses qui ne marchent pas bien. Alors, moi, je veux essayer de voir un peu le verre à moitié plein. Moi, j'ai quand même des clients qui ont négocié des clauses de révision automatique cette année avec des distributeurs et qui les ont activées. Ça marche quand même de temps en temps, selon les matières premières. Il y a des matières premières où effectivement il est de notoriété publique et les distributeurs le savent bien, puisque certains distributeurs ont des usines, hein, ils fabriquent des produits, donc ils connaissent aussi le coût des matières premières. Donc il y a quand même des clauses de révision automatique qui fonctionnent. Alors pas toujours, je reconnais que c'est compliqué, je reconnais que parfois ça ne marche pas, c'est vrai, mais parfois ça marche. Et donc, c'est bien de voir aussi parfois le verre à moitié plein. Et il y a des industriels et on a des clients qui ont fait passer des clauses de révision automatique. À mon avis, ça n'engage que moi, ça marche un peu mieux que les clauses de renégociation. C'est sans doute le caractère automatique qui fait ça, parce qu'évidemment, la clause, elle est contractuelle, elle est signée. À partir du moment où elle est signée, le distributeur, il l'applique. Parce que globalement, les distributeurs appliquent la loi quand même. Hein. Donc, évidemment, la clause de révision automatique, elle est appliquée. Et puis après, il y a aussi,
et ça va peut-être aller dans le sens de ce que disait Léonard, il y a aussi des industriels cette année qui ont passé des hausses de tarifs sans clause de révision automatique, sans clause de renégociation. J'allais dire, j'ai des cheveux blancs, mais à l'ancienne en fait. Parce qu'avant les lois Egalim, ou avant tout ce qu'on dit sur la transparence, il y avait des relations et des négociations annuelles entre les industriels et les distributeurs. Il n'y avait pas de question de transparence et on négociait et ça marchait. Alors, il y avait des abus, il y a toujours des abus. De toute façon, vous l'avez dit dans la première table ronde, il y a des déséquilibres, il y a des rapports de force. Et ça, tant que le monde est monde et que le commerce est ce qu'il est, de toute façon, voilà. Et même en dehors des frontières en France, en Allemagne, où c'est peut-être plus simple, ou dans d'autres pays, il y a des rapports de force aussi. Et ça, on ne les empêchera pas. Donc, il y a sans doute des imperfections, il y a sans doute des choses à améliorer. C'est le travail très efficace que fait la DGCRF avec des contrôles. On va parler sans doute dans une table ronde tout à l'heure des pénalités, où il y a beaucoup de choses à dire aussi, évidemment. Et voilà, donc il faut peut-être faire une année de plus avec cette loi et espérer que les choses s'améliorent. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Yves, et ce que disait Nicolas, si on mettait un peu de bonne foi là-dedans, peut-être que les choses iraient un peu mieux. Et je vais me permettre de faire un raccourci de journaliste. Donc ça n'a que la valeur de ce que dit un journaliste. Et je viens d'avoir cette idée ou cette remarque lorsque tu parlais. Si on regarde les distributeurs les plus innovants, les industriels les plus innovants, ceux qui gagnent des parts de marché, ce ne sont pas les plus transparents. C'est juste un raccourci de journaliste. Ça dépend des produits, en fait. Très souvent, ça fonctionne. Je me suis fait mon petit calcul. Essayez d'appliquer cette grille et vous verrez que les distributeurs les plus innovants, c'est ceux qui donnent le moins de chiffres à la presse. C'est pour ça que je ne parle pas de la vérité des box à la presse. Et les grandes marques ou les PME qui progressent le plus, qui innovent le plus, ne sont pas les plus bavardes. Donc pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ça ? Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la transparence, c'est l'alpha et l'oméga. Je crois au secret des affaires quand même. Il y a une limite. Faisons juste du commerce, en fait. Voilà. Mais ça, c'est un avis personnel. Merci en tout cas à tous les 6. Merci à vous.